Bonjour, on se retrouve comme prévu pour gérer le texte de Joachim du Bellay. Vous avez au préalable réalisé ces questions qu'on va prendre en charge au cours de cette vidéo. Alors au préalable, je voulais vous proposer, je vous mettrai le lien, il y a une petite vidéo qui est intéressante sur le mouvement de la Pléiade. Alors vous voyez, elle dure pas longtemps, elle dure 2 minutes 57. On a déjà travaillé ensemble un auteur de la Pléiade, en l'occurrence Ronsard, et je vous avais présenté ce mouvement comme étant un groupe de poètes au XVIe siècle, au nombre de 7. Le plus connu, hormis Ronsard, c'est évidemment du Bellay, donc c'est le deuxième que l'on travaille. Alors la vidéo est amusante parce que sur le principe du pendu, elle va vous présenter vraiment l'essentiel à connaître sur ce mouvement littéraire et culturel, caractéristique du XVIe siècle, de la poésie, et dont les deux grandes figures restent définitivement Ronsard et du Bellay. Voilà au préalable ce qui peut être intéressant pour appuyer un petit peu l'étude que nous allons mener. Alors vous aviez 4 questions à gérer, et la première était autour du sonnet. Il s'agissait pour vous de me rappeler en quoi ce texte était un sonnet. Alors, ce que j'attendais évidemment, c'est que vous me manifestiez le nombre de vers. Il y en a 14. Rappelez-vous, hein, il y a une erreur dans le manuel. Il y a 4 vers dans la première strophe, 4 vers dans la suivante, 3 vers dans le premier tercet et 3 vers dans le dernier tercet, ce qui fait bien 14 vers. L'autre particularité, au-delà de ce nombre de 14 du sonnet, c'est que les vers sont organisés en général en 4 strophes, 2 quatrains, 2 tercets. D'ailleurs, cette structure a tendance à s'opposer, c'est-à-dire que souvent, pas forcément dans tous les sonnets, mais souvent, les 2 quatrains forment une unité en termes de sens ou en termes de construction, et puis les 2 tercets, on le verra, c'est vraiment le cas dans ce poème de Joachim du Bellay, les 2 tercets forment là aussi une unité, un mouvement particulier. L'autre élément de reconnaissance du sonnet, c'est effectivement ces alexandrins que l'on retrouve dans un groupe, on les a scandés. Le texte est intégralement composé d'alexandrins. Rappelez-vous, l'alexandrin, c'est un vers qui est noble, qui est long, qui installe une certaine prestance, une certaine solennité quand il est utilisé en poésie. Et puis, autre particularité du sonnet, c'est l'agencement de ses rimes. On avait été sensible au fait qu'on a surtout de la rime embrassée dans un sonnet. Regardez, dans la première strophe, voyage rime avec âge, et entre ce son, on retrouve un deuxième son, en l'occurrence le zon, toison, raison. On va avoir exactement le même schéma dans le deuxième quatrain, âge, et puis saison, maison. Petite variante au début du premier tercet, on a une rime suivie, aïeux, audacieux, et puis on va retrouver de la rime embrassée, fine, angevine, qui encadre le son atteint, latin même que l'on a dans la dernière strophe. Alors on pourrait ajouter comme définition du sonnet une particularité qui ne se retrouve pas dans le texte de du Bellay, à savoir le vers de chute. Le vers de chute, évidemment, vous vous en doutez, c'est le vers numéro 14, hein, c'est le vers de fin. Souvent, dans un sonnet, le vers de chute constitue un effet de surprise. Le poète s'arrange pour y ménager un effet particulier qu'il va mettre en place. Alors c'est notamment visible dans des textes au XIXe siècle. Je vous ai dit que le XVIe avait été particulièrement friand du sonnet, c'est une forme qui est très tendance à cette époque. Elle le redeviendra au XIXe siècle avec des poètes comme Baudelaire, Rimbaud ou encore Verlaine qui vont utiliser le sonnet. Et on a justement pas mal d'échantillons au XIXe siècle de sonnets qui reposent sur un véritable effet de surprise lors du vers de chute. Voilà ce que vous pouviez me dire sur ce sonnet qui, je le rappelle, ne comporte pas de titre, heureux qui comme lise, c'est le vers d'ouverture de ce sonnet 31, puisque dans les regrets, ce sont pas loin de 181 sonnets qui ont été numérotés, hein, de 1 à 181 par Joachim du Bellay, mais il ne comporte aucun un titre.
Pour les désigner plus facilement, on a tendance à prendre le vers d'ouverture. Celui-ci, en l'occurrence, Heureux qui comme Ulysse, reste invariablement le poème le plus célèbre de Joachim du Bellay, voire même, je dirais qu'il est dans le top 3 des poèmes les plus célèbres de la langue française. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui notamment n'étaient pas là quand on a présenté Joachim du Bellay. Rappelez-vous, il est parti à Rome pendant 4 années pour suivre son oncle qui occupait des fonctions assez importantes au XVIe siècle. Il était cardinal et on l'a envoyé à Rome, à la cour du pape au Vatican, pour gérer des négociations, enfin je passe les détails. Et il a donc proposé à Joachim de l'accompagner. Alors Joachim, à l'époque, a déjà un certain âge, sa santé n'est pas au beau fixe, il a d'ailleurs des problèmes de surdité, mais la perspective de ce voyage le fait rêver. Il a étudié le latin, le grec, alors l'idée d'aller passer un séjour à Rome l'enthousiasme. Malheureusement, quand il va arriver sur place, lui qui a fantasmé sur la ville de Rome va se rendre compte tout simplement que c'est une ville qui est plutôt moyenâgeuse. Les fouilles archéologiques n'ont pas encore abouti, elles en sont souvent à leur balbutiement, donc les beaux vestiges romains qu'il s'attendait à trouver, il est loin du compte. Il va en plus à la cour du roi, à la cour du pape, découvrir à quel point c'est un monde d'hypocrisie, tout le monde fait des courbettes au pape pour obtenir des faveurs, etc. Donc, voilà, le séjour à Rome va lui apparaître de manière détestable, et pour évacuer cette espèce de souffrance, oui, je dirais presque, de vision pessimiste des choses, il va prendre la plume et c'est ainsi qu'il va rédiger, pour exorciser sa souffrance, sa peine, sa douleur, il va rédiger ses sonnets. Ça lui permet d'évacuer et ça lui permet aussi de pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans cette société romaine qu'il découvre. Donc dans les 180 sonnets, il n'y a pas que des sonnets dans lesquels il manifeste sa nostalgie, son envie de retourner en France, de retrouver les poètes qu'il a abandonnés là-bas. Il y a aussi des poèmes particulièrement critiques sur cette société de la cour au niveau du Vatican. Deuxième question. Je vous avais demandé de faire un focus sur la première strophe et d'y relever les 2 références antiques. Alors, elles ne sont pas bien compliquées. La première, c'est effectivement Ulysse. Alors, la référence Ulysse, elle est explicite ici. Alors j'espère que vous savez qui est Ulysse, sinon, vous voyez, en un clic, c'est pratique. Vous avez pas mal de petites vidéos. Alors moi j'ai trouvé que celle-ci était tout à fait abordable. Elle a le mérite d'être rapide, 5 minutes et quelques secondes, pour découvrir cette figure incontournable de la mythologie, enfin voilà, de l'Antiquité. Ulysse est un héros qui se retrouve au cœur de nombreux récits, notamment de l'auteur grec Homère. Ça fait vraiment partie des références culturelles qu'il faut avoir. Donc cette petite vidéo vous permettra de saisir aussi à quel point le voyage a été important pour Ulysse, celui qui a quitté sa femme Pénélope pendant de nombreuses années, son fils Télémaque. Il a souvent navigué sur les flots. Vous comprendrez mieux le lien avec le poème de Du Bellay. Voilà pour la première référence. La deuxième, je retourne sur le texte. La deuxième, évidemment, elle se situe au vers 2. C'est celle qui est ici, celui-là qui conquit la toison. On avait dit ensemble que c'était une périphrase, c'est-à-dire que Jason, le héros mythologique qui est désigné ici, ne l'est pas directement. Du Bellay a préféré une périphrase. Pourquoi ? Parce que cette périphrase, elle a le mérite de mettre en avant l'exploit qui a été accompli par Jason. Donc c'est une manière de lui donner encore plus d'héroïsme, encore plus de prestige. Alors, de nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas leur classique, pareil, cette petite vidéo est très très bien faite. Alors, c'est une chaîne qui s'appelle Nota Bene, et de manière animée et très efficace, passe en revue les grands incontournables de la mythologie, qu'elle soit grecque ou latine,
voilà, vous comprendrez quelle est cette histoire de toison d'or, pourquoi la conquête de cette toison a amené Jason à beaucoup voyager, et du coup à comprendre pourquoi Du Bellay mobilise cette référence au sein de son poème. Voilà, je vous encourage vivement à étoffer un petit peu votre culture antique grâce à ces petites vidéos. Voilà pour les deux références. Alors je vous avais demandé clairement pourquoi. Voilà, expliquer en quoi ces références donnent une vision positive du voyage. Et évidemment, le fait d'aller chercher deux héros prestigieux de l'Antiquité pour les faire valoir dans cette strophe, c'est une façon de lui donner de l'importance. C'est une manière évidemment d'aller chercher des références prestigieuses pour montrer que le voyage a du bon, surtout quand on en revient vivant, parce que ça a été le cas pour Ulysse et Jason. Donc, voilà pour le premier élément. On peut aller un petit peu plus loin, ça je ne vous le demandais pas, mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres éléments qui viennent positiver le voyage ici, clairement. Alors déjà, vous avez le terme heureux qui est positif, vous avez le terme beau, l'adjectif beau qui accompagne le mot voyage, et puis vous avez en plus un double avantage au voyage qui est signalé ici, plein d'usages et raisons, donc qui vient positiver l'expérience du voyage. Ça veut dire quoi concrètement? Le manuel vous a mis une note, c'est-à-dire que quand on voyage, on apprend beaucoup, on vit des expériences qui vont vous enrichir sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, voilà, sur le plan psychologique aussi. Pareil pour le mot raison. Donc clairement, la première strophe, non seulement en utilisant Ulysse et Jason, en mobilisant du vocabulaire positif comme heureux et beau, et en mettant en évidence, grâce aux deux virgules, cet avantage qu'offre le voyage d'enrichir sur le plan culturel et humain, c'est une manière pour le poète de donner une image particulièrement méliorative du voyage. Et j'ajouterai pour terminer, vous avez repéré le point d'exclamation. On sent donc que le ton de Du Bellay ici est particulièrement enthousiaste. Il est dans une espèce de tonalité montante et exclamative qui confirme tout ce qu'on vient de dire. Petit c, pourquoi le pronom je n'apparaît pas dans cette strophe? Alors c'est vrai, quand on regarde de près, il n'y a aucune marque de première personne du singulier. On n'a ici que des marques de troisième personne. Alors, peut-être par effet de surprise, Du Bellay a voulu repousser l'apparition du pronom je à la deuxième strophe. Plus vraisemblablement, on s'aperçoit que cette première strophe, ici, elle a presque la valeur d'un proverbe, comme si Du Bellay nous énonçait une espèce de vérité absolue, de vérité universelle, à savoir, on est le plus heureux des hommes quand on a voyagé, mais quand on rentre chez soi. Donc, pour donner cette espèce de dimension universelle à cette strophe, il ne fallait pas qu'il vienne la contaminer avec des marques de première personne. Il fallait que cette strophe, elle puisse finalement interpeller n'importe qui, quelle que soit sa situation, quelle que soit son époque, éventuellement. Voilà pourquoi il n'y a pas de pronom de première personne dans cette strophe. Troisième question, là je vous demandais de vous focaliser sur la deuxième strophe et de retrouver vos automatismes en matière d'étude de texte, c'est-à-dire de sortir, alors peut-être pas vos fluos parce que vous ne pouviez pas fluoter directement sur le livre, mais en tout cas d'essayer de repérer les indices sur votre scène de crime, tout ce qui pouvait vous sauter aux yeux et qui permettait d'appuyer le sentiment de nostalgie que le poète cherche à nous faire passer ici. En l'occurrence, avant de parler peut-être de nostalgie, je vais rappeler à chacun à quel point on est ici dans le lyrisme. Alors, je vais rappeler ce qu'est le lyrisme. Le lyrisme, c'est un registre qui se manifeste le plus souvent en poésie, qui consiste à la première personne, c'est pour ça que je suis en train de relever les marques de première personne dans cette strophe, qui, à la première personne, va mettre en avant des sentiments.
qu'il soit négatif ou positif d'ailleurs. Donc le registre lyrique, c'est un registre qui consiste à véhiculer des sentiments auprès du lecteur, des sentiments qui soient positifs ou négatifs, et ce, à la première personne. Donc on parlera très souvent d'un poème lyrique ou du lyrisme d'une poésie. Puisqu'on est dans une poésie lyrique, on va zoomer et on va se demander de quel sentiment il est question ici. Vous me l'avez dit dès qu'on a lu le texte en classe, c'est un sentiment de nostalgie. Il est impatient de rentrer chez lui, il se languit de sa terre natale et il l'exprime ici directement. Alors, on peut relever évidemment les marques de première personne, ça c'est fait. On peut, non, c'est pas ce que je voulais faire, je termine. On va particulièrement être sensible, vous vous en doutez, à l'interrogation. Tout le quatrain est constitué d'une seule question. Cette question, évidemment, elle n'est pas rhétorique, c'est une véritable question. Il ne sait pas quand il va rentrer en France, quand il va quitter Rome. Donc le fait qu'il formule cela sous la forme d'une interrogation directe, cela souligne davantage son impatience, son mal-être. Il est vraiment dans l'expectative, dans une espèce d'attente douloureuse, d'où voilà, cette question qui prend la forme de 4 vers. Vous pouvez aussi relever, je vais changer de couleur. Hop, voilà. On peut aussi relever dans les marques de nostalgie. Celle-ci, elle est vraiment hyper visible. Ah, c'est l'interjection « hélas », qui est encadrée entre 2 virgules et qui, à elle seule, signale le regret. Hein. On peut faire d'ailleurs un lien avec le titre général de ce recueil, les regrets. Hélas, voilà, il n'y a pas meilleure formule pour dire le regret. En plus, constatez bien que ce mot, il est vraiment en position de pivot dans ce vers numéro 5. Hein, on peut s'amuser à compter le nombre de syllabes à gauche, à droite, c'est pareil. Et en plus, ce mot est mis en relief entre 2 virgules. Donc si vraiment, voilà, il n'y avait pas d'autre moyen pour Du Bellay de mettre en relief ce mot-là qui pose carrément la nostalgie, la souffrance dans laquelle se trouve Du Bellay. Alors d'autres éléments participent à donner un rythme un peu qui est celui de la plainte. Vous avez les répétitions « reverrai-je » reverrai-je. Voilà. On a vraiment l'impression qu'il se plaint ici. Il essaie de nous faire sortir le mouchoir, soyons clairs, de manière moins familière. Je pourrais vous dire tout simplement qu'il essaie de susciter notre pitié. Il veut qu'on le plaigne tout simplement. On pourrait du coup basculer sur la notion de registre pathétique. Le registre pathétique, c'est ces procédés que l'on emploie dans un texte quand on veut déclencher un sentiment de pitié, de compassion chez le lecteur. Là, clairement, on sent bien qu'il veut nous faire sortir le mouchoir, il veut nous émouvoir. Et cela passe par ce rythme aussi lié aux répétitions. J'ajouterai également, alors je vais prendre une autre couleur, on peut être sensible aussi dans ce registre pathétique qui montre bien à quel point Du Bellay se plaint. On a des adjectifs qui ont une valeur affective, c'est-à-dire ce sont des adjectifs qu'il ne faut pas prendre au sens propre, mais dans un sens figuré qui montre l'émotion qui est celle de Du Bellay. Mon petit village, vous pensez bien qu'un village c'est déjà petit en comparaison avec une ville. Donc village, ça contient déjà l'idée de petitesse. Or, par redondance, Du Bellay vient ajouter l'adjectif petit, c'est dire 2 fois la même chose. Donc ici, petit, il faut le prendre au sens de, voilà, c'est le village qui me tient à cœur. C'est exactement le même sens quand vous dites j'ai un petit ami ou une petite amie, ça ne veut pas dire que cette personne vous arrive à la taille et qu'elle est minuscule, ça veut dire tout simplement c'est l'ami pour lequel ou laquelle vous avez beaucoup d'affection. C'est exactement le même sens ici. Quant à l'adjectif pauvre qui accompagne maison, il ne faut pas le prendre au sens premier, à savoir une maison qui serait misérable.
mais c'est une maison qui lui tient à cœur, pour laquelle il a beaucoup d'affection. Je rappelle d'ailleurs que Joachim du Bellay appartenait à une famille plutôt prestigieuse, une famille qui avait les moyens, donc n'imaginez pas sa petite bicoque toute simple, toute modeste. Non, non, la demeure familiale des du Bellay était plutôt cossue, d'une allure riche, etc. Voilà, dernier élément sur cette strophe. Hop. Le tableau qu'il nous offre présente une certaine naïveté. On sent qu'il peut-être idéalise sa terre natale. Alors regardez, on dirait presque un dessin d'enfant. On a le petit... Hop, je ne peux pas faire ça. On va prendre un cercle. Regarde, on a le petit village, on a la cheminée qui fume, on a le petit jardin clôturé, là, voilà, le clos. On a la maison. Donc, dans cette espèce de panorama un peu naïf, un peu idéalisé, on retrouve aussi les marques de la nostalgie, parce que la nostalgie, c'est ça, on a hâte on se réfugie dans le passé, dans un passé heureux qu'on a tendance à idéaliser. C'est exactement ce qui se passe dans cette deuxième strophe. Question numéro 4. On avançait dans le poème et il s'agissait pour vous de vous concentrer sur les quatrains 3 et 4 et de répertorier dans ce tableau les éléments qui soit renvoyé à Rome, soit renvoyé à son village, et puis qui expliquait sa préférence, puisque vous avez tous compris que dans ces deux strophes, du Bellay se livre à une espèce de classement par ordre de préférence des éléments romains et français. Alors, évidemment, vous avez compris que le match n'allait pas avoir lieu, c'est-à-dire que dans cette espèce de battle entre Rome et la France, c'est la France qui gagne. Il n'est pas objectif du Bellay, il est subjectif, il est chauvin, pourrait-on dire, comme dans le sport, c'est-à-dire que d'emblée, il préfère la France. Déjà, il est en train de vivre une mauvaise expérience à Rome, donc il voit les choses en noir, il n'est pas dans un état psychologique qui lui permette d'apprécier réellement les beautés romaines. Donc, dans ce tableau, le premier mot que vous avez dû insérer, c'est séjour. Alors, le séjour qu'ont bâti mes aïeux, c'est une espèce de périphrase pour désigner tout simplement pour désigner la maison natale. Le séjour qu'ont bâti mes aïeux, traduction, la maison qu'il occupait avant de partir à Rome. En face, il va opposer les palais romains. Alors, entre les deux, on est d'accord, c'est la maison natale qui l'emporte. Sur les palais romains, quel est le motif de préférence? Eh bien, ce qu'il reproche finalement aux palais romains, c'est d'être un peu matu vu. Vous avez vu par le biais d'une personnification, le front audacieux, il vient suggérer que ces édifices romains sont trop tape à l'œil, ils sont trop imposants, donc il préfère la modestie de sa maison familiale. Si on poursuit dans ce relevé, on a ensuite dans cette espèce de battle, d'un côté le marbre dur. Alors le marbre dur, ça c'est... Voilà, le marbre dur, c'est un élément romain. En face, il y a l'ardoise fine. Alors là, clairement, pourquoi préfère-t-il l'ardoise? C'est dit explicitement, l'ardoise est fine, et de l'autre côté, le marbre est dur. Le marbre, c'est vrai que c'est une matière qui est certes chère, qui est très résistante dans le temps. Elle a peut-être l'inconvénient d'être dure et d'être froide, à la différence de l'ardoise, qui va davantage capter les changements de température, et puis qui a cette finesse. Donc ici, la préférence du Bellay est explicitée. Dans la dernière strophe,
On poursuit les relevés. Alors, Loire-Gaulois, évidemment, c'est l'élément français. Et de l'autre côté, vous avez le Tibre latin. Donc, le Tibre, c'est le fleuve qui passe à Rome. Alors, vous constaterez ici qu'il n'y a pas de motif exprimé. On ne sait pas explicitement pourquoi il préfère la Loire au Tibre. Alors, on le sait, nous, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas objectif. Il rejette en bloc tout ce qui touche Rome parce que, voilà, il commence à prendre en haine ce lieu dans lequel il réside et il n'a qu'une envie, donc forcément en France tout est beau et à Rome tout est moche. On poursuit avec le petit village, mon petit Liré, et de l'autre côté le mont Palatin. Alors on retrouve d'ailleurs, vous avez vu cet adjectif à valeur affective dont je vous ai parlé tout à l'heure. Liré, c'est le nom du village où est né Joachim du Bellay, c'est petit, et il vient ajouter petit pour montrer, voilà, petit vient donner une dimension affective au village. Alors de l'autre côté, il nous propose le mont Palatin, qui est une des nombreuses collines de Rome, c'est la plus célèbre à mon sens. Donc d'un côté, on a quelque chose de grandiose qui s'élève, et puis de l'autre, on a un petit village qui est plutôt à l'horizontale qu'à la verticale. Même chose, ici, il n'y a pas d'explication ouverte sur cette préférence, mais comme on a dit précédemment, il n'est pas neutre quand il dit cela. Évidemment, il préfère son village natal, même s'il est beaucoup plus petit, même s'il est moins prestigieux. Beaucoup de souvenirs y sont attachés, voilà pourquoi. Ici, son choix est net et tranché. Dernier vers, là, cette fois-ci, une réalité plutôt géographique, enfin, peut-être pas géographique, en tout cas une réalité climatique, pardon. L'air marin d'un côté et la douceur angevine. Alors, l'air marin, ça renvoie à Rome, et la douceur angevine, c'est l'élément français. La douceur angevine, c'est la douceur qui règne dans cette région de France qu'on appelle l'Anjou. D'ailleurs, encore à notre époque, la douceur angevine existe toujours. Parfois, on l'entend dans le bulletin météo ou quand, dans les médias, on vous fait le classement des villes de France où il fait bon vivre. Vous avez souvent la région d'Angers qui est particulièrement bien placée parce qu'elle a cette particularité climatique d'avoir une certaine douceur. Donc l'air marin, ça renvoie à Rome. Il n'apprécie pas peut-être parce que c'est un climat plus tranché. L'air marin, c'est un peu corrosif. C'est parfois un peu violent. Il préfère donc la douceur angevine. Voilà pour cette dernière question que vous aviez à réaliser. Alors vous constaterez que sur ces deux dernières strophes, on s'aperçoit qu'il y a finalement un élargissement au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au départ, du Bellay semble zoomer, entre guillemets, sur les édifices, sur les matériaux, et puis petit à petit, il nous propose un plan beaucoup plus général, beaucoup plus large, comme s'il prenait de la hauteur, comme s'il nous montrait en hauteur son petit village, ou de l'autre côté la colline de Rome, et puis pour nous proposer une espèce de vision céleste avec les considérations météorologiques qui surgissent dans ce texte. Alors, on aurait déjà pas mal d'éléments pour faire le commentaire de ce texte. On s'appuierait sur ces questions, sur les relevés que j'ai faits, sur les considérations que l'on a eues tout à l'heure concernant les alexandrins, le schéma de rime, on a vu la ponctuation expressive, les changements de rythme, avec notamment cette deuxième strophe qui allonge, étire une espèce de question sur 4 vers. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous mettrai peut-être en document complémentaire un commentaire que j'ai tapé sur ce texte. Voilà, j'en suis à 2 pages à 4, donc c'est un texte beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, même s'il n'y a que 14 vers, il y a beaucoup de choses à dire. Il s'agirait, une fois que votre étude
de détails directement sur le texte est réalisé, vous savez, il faudrait problématiser le texte. Alors comme problématique, on pourrait ici proposer comment se manifeste ici la nostalgie du poète, dans quelle mesure peut-on dire que ce texte est lyrique, quelle image du voyage transmet ici le poète. Voilà, on a vraiment l'embarras du choix pour rentrer dans ce texte. Une fois la problématique choisie, il faudrait déduire un plan en 2 parties. Alors, jusqu'à présent, les plans, moi, je vous les ai donnés, conformément à ce qui se passe en série technologique. Et petit à petit, il faudra apprendre à les trouver tout seul. La grande question, en tout cas, qui se pose à l'issue de l'étude de ce texte, c'est évidemment, mais pourquoi est-il aussi célèbre ? Pourquoi ce texte du XVIe siècle a donné, alors on l'a entendu ensemble, une adaptation sous forme de chanson avec une strophe supplémentaire inventée par le créateur, en l'occurrence Ridan. Voilà pourquoi au début des années 2000, un artiste qui fait plutôt du slam ou du rap a eu l'idée d'adapter cette chanson. Vous verrez dans le quiz que je vais vous proposer que les adaptations ou les inspirations de ce texte sont extrêmement nombreuses. Certaines vont même vous étonner, parce que bon voilà, qu'un poème soit adapté en chanson, on le comprend. On sait qu'à ses origines, la poésie était chantée, le poète s'accompagnait d'une lyre. Mais vous verrez certaines adaptations sous forme de tableaux qui risquent de vous étonner. Alors pourquoi une telle célébrité ? On en a touché un mot ensemble. Alors déjà, peut-être que la forme du sonnet avec rime permet de mémoriser davantage le texte et du coup permet à ce poème de voyager à travers les siècles. Voilà pourquoi il nous est arrivé. Autre explication, l'expérience qu'il raconte, c'est une expérience universelle qu'on peut encore tous faire là au XXIe siècle, même si en ce moment la situation que nous vivons ne permet pas vraiment de voyager. Il n'empêche, voilà, vous avez tous fait cette expérience de partir, même si c'est qu'une semaine, et d'être content finalement de retrouver vos repères, vos racines, quand vous rentriez chez vous. Donc voilà, l'universalité des sentiments qui s'expriment ici explique sans doute la célébrité de ce poème. Et puis, n'oublions pas que la Pléiade, c'est un mouvement littéraire et culturel qui a préconisé l'utilisation de la langue française, et ces poèmes correspondent vraiment à notre histoire. Voilà peut-être aussi pourquoi on n'a pas oublié certains de ces poètes de la Pléiade. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc la suite des festivités, entre guillemets, vous a été déjà dévoilée dans le planning que je vous ai confié. Si jamais vous avez des questions sur ce texte, malgré les documents complémentaires et les divers liens que je vais vous proposer, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée.